C'est la suite de Politiciens à votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour est consacré à l'engagement de l'Union africaine contre la corruption sur le continent. Un nouvel invité m'a rejoint, Eric Ballot. Vous êtes juriste, membre de la société civile de Maurice. Bonsoir. Merci de nous avoir rejoints pour justement évoquer le cas de votre pays dont les efforts sont salués, efforts dans le sens de la lutte contre la corruption. Merci. Bonsoir, merci de m'avoir invité. À propos justement de votre pays, l'île de Maurice, on écoute ce que dit M. Joey Lejonga. Il est le président du comité parlementaire de l'ICAC, Independent Commission Against Corruption. On va écouter donc ce qu'il dit de la corruption. On en parle après. Aujourd'hui, il est clair qu'il y a une forte prise de conscience sur le continent africain pour qui la lutte contre la corruption là nous fait une réussite. De par à nous dire une position que différentes institutions sur le continent africain prennent, mais aussi de l'implication de la Banque africaine de développement dans la lutte contre la corruption, nous trouvons que le progrès que certains pays peuvent faire de nos jours dans cette lutte-là est énorme. Et il est important. Il est important parce que la richesse du continent africain, très souvent, nous trouvons qu'il y a dans les autres pays. Alors, ça, la lutte contre la corruption, là, il peut permettre que sa richesse qui appartenait au continent africain, là, il reste sur le continent et qu'il bénéficie aux populations sur le continent africain. Monsieur Joey Lejonga, dans son créole tout à fait accessible et compréhensible, dit trois choses. Il y a sur le continent désormais une plus grande prise de conscience de ce qu'il faut combattre, la corruption. Il dit que ce n'est pas une fatalité parce que les États ont de réelles capacités de combattre le phénomène. Et puis, si on veut effectivement satisfaire les besoins des populations les plus pauvres, il faut absolument s'attaquer à la corruption. Dites-nous, qu'est-ce qui facilite dans votre pays la lutte contre la corruption? Je vais d'abord, avant que vous ne répondiez même cela, poser une autre question. Vous, pour 25 000 francs, du moins 25 000 euros, vous avez demandé à votre présidente, la présidente de la République, Amina Gourib Fakim, de démissionner. Tout à fait. Pour 25 millions d'euros, d'un scandale financier portant sur 25 millions d'euros. Vous avez demandé à la présidente de la République de démissionner, ce qu'elle a fait le 23 mars 2018 dernier. Oui, effectivement, Mme Gourib Fakim, Amina Gourib Fakim, a dû démissionner, mais forcée de démissionner. Sinon, elle ne serait pas partie. Donc la place est trop chaude, elle est trop bonne. Donc elle ne serait pas partie. Parce que Mme Fakim est partie parce qu'elle s'était accoquinée avec quelqu'un, M. Sobrino, Alvaro Sobrino, milliardaire angolais, qui était venu à l'île Maurice dernièrement, pour être concret, a investi 1 milliard. Hein, 1 milliard dans le bâtiment. A priori, on peut dire qu'un étranger qui vient investir 1 milliard dans un pays, c'est quelque chose qu'il faut saluer a priori. Donc, a priori, oui, parce que bon, le FSU, donc Financial Service Unit, donc Financial Service Unit est chargé de screener cet argent, de voir s'il n'y a pas de mal-donne, etc., etc. Alors que c'était du blanchiment. C'était du blanchiment, donc avéré. Monsieur avéré, je ne sais pas. Moi, je ne peux pas prendre ça a été le cas. Donc, voilà, l'Angola, il y a eu des poursuites contre M. Sobrino, etc. Donc on dit oui, on dit non. Donc ça dépend des gens. Donc c'est peut-être aussi les problèmes des corrompus et des corrupteurs et des cons. Mais dites-nous, M. Ballot. Oui. Nous avons dit dans la première partie, il y a plusieurs facteurs qui expliquent et favorisent la corruption. Le fonctionnement de l'État, une question d'éducation, la pauvreté. Et vous, à l'île Maurice, quels sont les facteurs facilitateurs du combat contre la corruption dans votre pays? Je ne suis pas tout à fait d'accord avec M. Mbeko qui disait tout à l'heure, je pense que la corruption, la misère, tout au moins les bas salaires, le manque de moyens, donc les gens qui sont mal payés sont incités à la corruption. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Je pense que c'est plus une culture. Est malade et vous n'avez rien, vous n'avez rien du tout pour lui payer les médicaments et quelqu'un vous tend 10 000 francs CFA pour déclasser un dossier. Que faites-vous? Votre enfant est malade et vous avez 10 000 francs CFA, donc je ne sais pas. Donc je ne pense pas que ce soit... D'accord, non, c'est ce qu'il voulait dire. Hein. Moi, je n'épouse pas. C'est ce qu'il expliquait, que les gens sont dans des besoins vitaux, enfin, dans l'insatisfaction des besoins vitaux, ce qui les amène à se laisser, ou du moins à prêter flanc à certaines pratiques corruptives. C'est ce qu'il expliquait.
C'est pas pertinent à vos yeux. Il faut, je pense, être réaliste. Si ces conditions-là sont telles, donc que votre enfant est malade, etc., donc forcément, hein, donc vous allez céder à la tentation. Mais on remonte un petit peu à la question, à la source de cette corruption. Si l'État ne fait rien, si l'État prête à ces situations-là, continue à prêter à ces situations-là, donc forcément, les gens qui sont en bas, c'est pour ça que vous vous exigez des responsables exemplaires à la tête de vos institutions et de l'État. On arrive à l'exemplarité. Donc l'exemplarité. Cause et conséquences. C'est pour ça que pour 25 000 €, ça peut paraître ridicule dans d'autres pays et même en Occident. Oui, tout à fait. Je vais vous donner 25 000 €, une présidente de la République a été contrainte à la démission. Moi, je pense que c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose qu'on ait évincé de la présidence. Madame Gorée-Fakim ne pouvait pas s'adonner à des millions de roupies en maquillage, à des milliers de roupies en centaines de milliers de roupies. C'est son argent, c'est pas un problème. Non, c'était pas son argent. Voilà, c'est ça la question. Sinon, c'était pas son argent. Elle peut porter les chaussures qu'elle veut. Hein, moi, je vais vous donner un exemple bien concret. Un jour, j'ai été amené à payer, tout au moins forcé à payer un fonctionnaire. Donc le fonctionnaire, plutôt, je m'exprime mal, le fonctionnaire m'a demandé de l'argent pour qu'il puisse me donner un acte de naissance. Je lui ai dit non, devant tout le monde. Non, je ne paye pas. Mais parce que si je peux payer moi, viennent payer quand même. Voilà, si moi je peux payer, la personne qui ne peut pas payer n'a pas l'acte de naissance. On est d'accord. On est d'accord. C'est pas normal. Il a raison. Il a tout à fait raison. Le poisson pourri par la tête. C'est pour ça qu'il faut s'attaquer. Raison pour laquelle je parle des causes. Parce que même quand vous avez donné l'exemple que j'ai donné, c'est en réponse à votre question. Oui. Mais encore là, si on n'a pas de service de santé, c'est parce qu'il n'y a pas une politique clair au niveau sanitaire. Niveau sanitaire. Oui. C'est ça le problème, c'est que comme vous l'avez dit, le poisson pourrit par la tête. Tant qu'on ne va pas régler la question des hommes qui sont à la tête de nos États, nous aurons les mêmes problèmes. Si chez vous, une présidente arrive à... C'est une femme, je crois. C'était une femme. C'est une femme, pardon, démissionne. Oui. Cela prouve quand même qu'il y a une certaine probité morale. C'est-à-dire qu'elle sait qu'elle a de responsabilités. Oui, mais il faut quand même souligner que si cette dame a démissionné, c'est parce qu'elle s'est trouvée dans un environnement politique qui ne laisse pas passer ces gens d'agissement. Exactement. Parce que c'est évident que tout être, tout homme, tend spontanément à vouloir faire ce qu'il veut à un certain moment. Donc c'est important d'être dans un environnement... Ce qui est très étonnant, c'est que depuis les années 90, la plupart des gouvernements post-conférence nationale parlent de moralisation de la vie publique, assainissement des finances publiques. Oui, mais c'est des slogans, Et pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi on éprouve des difficultés à implémenter? Oui, mais parce que dans la culture africaine, il faut dire que, bon, après, je n'aime pas trop parler de la sorte. Hein. Voilà, c'est-à-dire que ce que je veux dire, c'est qu'on a une tendance au slogan. C'est-à-dire qu'il y a une culture politique qui prévaut aujourd'hui en Afrique, qui croit que faire des slogans, c'est faire la politique. C'est-à-dire que nous, on a connu autosuffisance alimentaire d'ici à l'an 2000. Jusqu'à ce jour, ce n'est pas le cas. Donc, il n'y a que des slogans tout le temps. C'est comme de la même manière, on a des textes que personne ne respecte. Excusez-moi de faire référence à certains anthropologues, en tout cas, ils se présentent comme tels, ils ne sont pas forcément africains, qui pensent qu'il y a des ressorts culturels. On n'est pas d'accord. On peut ne pas être d'accord. Mais y a-t-il réellement des ressources sociologiques? Excusez-moi, si on parle de la corruption, c'est vrai que culturellement parlant, moi j'ai entendu, par exemple, chez les Bédouins, donner quelque chose à quelqu'un, c'est pas de la corruption. Pas de la corruption. Ça, je le comprends. Mais si on parle de la corruption proprement parlée, de la corruption comme telle, il y a aussi, parce que l'Afrique a eu des dirigeants qui n'étaient pas corrompus et qui ont été renversés. Parce qu'il y a ça aussi. Quand on veut trouver des Sankara est mort pauvre. Exactement. Oui, mais on l'a remplacé par qui? Par quelqu'un qui a emmené la corruption dans son pays. Voilà. Vous avez au Congo-Brazza, vous avez à Kinshasa. Tous ces gens qui sont là ne sont pas arrivés par hasard. Ils ont été imposés de l'extérieur. C'est-à-dire, on peut aussi se poser des questions sur la provenance de ces chefs d'État qui se retrouvent à la tête des pays africains et qui sont foncièrement corrompus et qui travaillent la plupart du temps d'ailleurs de connivence avec des intérêts étrangers. Il y a ça aussi qu'il faut garder à l'esprit. Parce que dire que... Moi, je me rappelle du président... À partir du moment où le Rubicon est franchi, on peut y aller. Moi, je parle du président Mobutu. Si vous me permettez. Oui. Sauf qu'il faut quand même nuancer. Il y a des chefs d'État et ils sont très très nombreux, ils sont majoritaires sur le continent, qui ont été élus démocratiquement par le peuple et qui méritent d'être respectés comme des chefs d'État. C'est une règle qui est de mise chez moi
dans politicien, il faut respecter les chefs d'État. Ce sont eux qui nous gouvernent. Ceci dit, on peut critiquer leur gouvernance. Hein. Je ne dis pas, non. Je vois quand même, et je suis très heureux de le dire, beaucoup de pays ont fait des efforts. Botswana, par exemple, la Namibie. Mais quels sont les facteurs? Quels sont les facteurs? Parce que justement, voilà, c'est-à-dire qu'on remarquera toujours que plus la conscience citoyenne augmente, c'est-à-dire que le respect des lois, la crainte de la sanction augmente chez les citoyens, le risque de corruption, la tendance à la corruption s'amoindrit. Voilà, c'est-à-dire qu'elle s'amoindrit, je dirais, elle monte en subtilité en fait. En général, c'est ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'impunité, comme on a dit, depuis le haut descend jusqu'en bas, alors on a une corruption qui se généralise. Donc il faut d'abord, moi je pense que ce n'est pas pour rien que lors de la réunion de l'Union africaine, ils ont parlé, en tout cas du président Kagame, que mon vis-à-vis n'aime pas beaucoup, mais que moi je trouve qu'il est exemplaire, en tout cas. Il n'est pas du tout parfait, il a des défauts certainement, mais dans sa manière de gérer son pays, je le préfère 1000 fois à d'autres chefs d'État que je ne citerai pas de nom. Voilà. Donc il faut dire que quand il dit que la lutte contre la corruption va de pair avec la bonne gouvernance, tout est dit. C'est-à-dire que la bonne gouvernance implique quoi? C'est qu'elle implique qu'on gouverne son pays conformément aux règles qu'on s'impose à soi-même. C'est cela, c'est-à-dire que quand on a des ministres qui ne sont pas exemplaires, qui détournent les fonds, parce que c'est ça, dans la corruption, il y a le vol, il y a le détournement des fonds, il y a le recel, et il y a le blanchiment d'argent qui est fait, on va peut-être y arriver avec, en complicité avec les banques étrangères, avec les multinationales, etc. Oui. Donc c'est un phénomène qui constitue tout un monde, c'est un monde. Et dans ces mondes-là, chacun a sa place, chacun pose un geste. Ce qui est réjouissant, c'est que en même temps qu'on fait le constat, et ça, M. Joe Le Jonga... Je reviendrai sur lui, là, si vous permettez. Il l'a dit, nous avons les solutions. Mais ce n'est pas une fatalité. Je pense que vous avez cité un certain nombre de pays exemplaires. Et tous ces pays ont en commun... Qui sont en avance, même sur certains pays occidentaux. Oui, exactement. Tous ces pays ont en commun une gestion démocratique. C'est ça. Tous ces pays ont en commun cela. Et si vous prenez les pays corrompus, foncièrement corrompus, sont en commun la mauvaise, une gestion non démocratique de l'État. Alors, pour revenir, quand vous donnez l'exemple de Kagame, moi je n'ai pas de problème avec Kagame, je n'ai pas à l'aimer, à ne pas l'aimer. Moi je suis un observateur. Non, c'est le président des Exactement. Mais vous avez le droit de ne pas l'aimer aussi. Hein. Oui, c'est vrai. Je suis un observateur. Moi ce que je constate que le Rwanda est géré par un homme avec une entreprise qui appartient à son parti, le FPR. Alors, la question qu'on se pose aujourd'hui, est-ce que c'est comme ça qu'on doit gérer un État? Il est redevable à qui? Il vient de changer la constitution de son pays pour s'éterniser à la tête. On doit prêcher par l'exemple. Moi, quand je prends 4 millions de Rwandais ont dans un élan... Bon, on sait comment ça s'est passé. Mais je veux dire, si on prend juste le cas des pays où ça marche bien, le dénominateur commun est connu. Alors, il suffit de respecter, parce que nous avons les lois. Ce n'est pas comme si les lois n'existent pas. Nous les avons, il suffit de les respecter. Tout à fait. Il suffit Platon l'a dit, de les faire respecter. Et de les faire respecter. Dans son livre La République, Platon l'a dit, la République est à la veille de sa ruine, sitôt qu'on peut penser qu'on est fort pour ne pas obéir aux lois. Tout à fait. Nous, Eric Ballot, on va dire quoi? Que c'est aussi, si ça prospère, la lutte contre la corruption prospère dans votre pays, c'est grâce notamment à la société civile aussi. Oui, je pense que la société civile est là, est bien active. Il y a une veille citoyenne. Il y a des institutions pour cela. Il y a l'ICAC, dont on parle. Malheureusement, l'ICAC est nommé, les têtes par lesquelles le poisson pourri, donc, est nommé par le gouvernement. Donc ça, c'est un problème. Donc on sait aussi ce qui s'est passé pour différents cas des gens corrompus et corrupteurs. Là, vous voulez chercher la petite bête. Non, non. On retient grosso modo. Je vous parle de M. Le Jonga, par exemple. Je vous donne l'exemple de M. Le Jonga que je connais personnellement. Je ne suis pas là pour tirer sur lui, entre guillemets. Je suis là pour dire que ce monsieur, M. Le Jonga, très intelligent, donc qui est un businessman, etc., qui prêche toujours qu'il faut lead by an example. Pas examples, mais ce qu'on dit à Maurice, c'est notre expression, pour dire qu'on doit, etc. Mais ce monsieur suit Sahaniro Jagannath. Sahaniro Jagannath, maintenant, qui est le chef, qui était le chef du MSM, le parti au pouvoir. Donc, Monsieur Ballot, pour vous donner ce qui importe, c'est l'esprit, c'est l'institution. Ce n'est pas à titre individuel les personnes et les défauts qu'on peut leur reconnaître. Non, pour ces gens qui représentent l'institution, donnent des discours
complètement faussée. Monsieur Lojongard dit monsieur Aniro Jagna dit que la morale ne remplit pas le ventre. Donc, pour vous dire que quand vous avez des discours comme ça en public... Ce que je retiens, non, c'est pas possible. Du classement de Transparency International, votre pays est 55e sur 180 pays. Tout à fait. Vous dépassez des pays occidentaux. Oui. Et c'est ça que je retiens. Ah bon, nous dépassons les pays occidentaux. Très bien. Si je peux me permettre, cher ami, c'est-à-dire que moi, je trouve que la démarche de notre ami Eric est plutôt louable. C'est pourquoi je le dis. Parce que, en fait, la démocratie prospère de l'insatisfaction. Et voilà, il faut toujours être sur la brèche. Il faut toujours regarder ce qui ne marche pas pour que tout aille bien pour l'avenir. La pédagogie politique. Parfaitement. À partir du moment où on dit que tout va bien, alors là, tout va aller mal. Tout va aller mal. Encourager les efforts. Et on trouve normal. On trouve normal. Vous avez cité Transparency International. Moi, je suis un peu mal à l'aise avec ça. Bon, alors... pour une raison très simple, parce que vous savez, c'est bien de distribuer des bons et de mauvais points aux gens, mais il faut prêcher par l'exemple. Transparency International reçoit des fonds des multinationales. Elle est financée en grande partie par les multinationales. Et ça nous permettra justement d'embrayer sur les multinationales et les dégâts énormes qu'elles causent à l'économie africaine. Ça, ce serait après le coup de pause. À tout de suite. Merci. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup.